Avez-vous une idée de M. Charles Alexandre? Mhm. Ah, ok. Bon, voilà, donc notre émission passera sur son Facebook. Voilà. Au rythme de BMOK, nous sommes le lundi aujourd'hui. Invité de ce journal de la communauté, comme vous le constatez, Monsieur Évrard Nongo. Évrard Nongo, qui est membre des Amis de la rédaction du Congo Live 11 mai. Je le reçois comme président du MODEC. Alors, salut et bonsoir, Évrard Nongo. Oui, bonsoir, monsieur John Lewis. Voilà, l'émission a dû démarrer avec un léger retard du fait même du décalage horaire. Vous savez que nous avons un décalage de 8 heures sur Paris et nous avions donc quelques problèmes de programmation. Alors, avec vous, Évrard, nous allons parler de l'actualité politique congolaise, essentiellement. Alors, sur trois axes, nous aurons le problème des élections de 2021, nous aurons le problème des antivaleurs, nous aurons, je crois, notre volet sur c'était quoi déjà? Sur les élections, je crois, hein? Et voilà. Alors, Oui. revenons donc sur l'actualité. Rapidement, Évrard Nongo, est-ce que vous pouvez rapidement réagir sur le procès qui venait de se tenir, celui de M. André Okombi Salissa? Oui, bon, je vous remercie d'abord la radio de la communauté de m'avoir invité ce soir. C'est vraiment un privilège pour moi ce soir de parler et de commenter l'actualité congolaise. Bon, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Bon, revenons sur le procès de Okombi Salissa, nous dirons que c'est vraiment, nous avons assisté à vraiment, une véritable mascarade de procès politique. Ça a démontré comment la justice congolaise est aux ordres et que notre justice aussi n'est pas vraiment à la hauteur des espérances du peuple congolais, même au niveau international. Nous avons failles qui ont démontré que non, notre justice, nos magistrats n'ont pas la compétence requise pour juger, au jugement correct et qui puisse lire le droit correctement par rapport aux faits qui ont été reprochés au Kombi Salissa. Voilà, merci Évrard de cette réaction à chaud. Alors, je constate que l'image de mon invité est à disparaître. Alors, Évrard, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute très bien. Oui. Vous avez des problèmes. Voilà, donc, il est toujours là. Merci donc de cette réaction à chaud. Ça me sert de passerelle pour aborder la question de la pacification du pays, du dialogue. Est-ce que vous pensez-vous, quelle est votre réaction sur le fait qu'un procès qualifié de politique se tient et dans le même temps, le gouvernement parle de dialogue? Est-ce que vous ne voyez pas que ces démarches sont plus ou moins antinomiques? Est-ce que ces deux choses vont de pair? Non, il n'y a pas de démarche antinomique. Voilà, le gouvernement a tout à fait le droit de parler de dialogue. Et il y a eu un procès. Okombi Salissa a été accusé à l'atteinte de sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. En tant qu'individu, il a le droit de se défendre. Donc, c'est ce qu'il a fait brillamment. Voilà, il s'est défendu, mais nous savons pertinemment que c'est un procès politique. Et c'est parce que, bon, dans son camp, lui, il a pris ses responsabilités, il a voulu aller à l'encontre de son mandat, comme lui-même l'a dit, et ça l'a coûté, ça l'a coûté 20 ans. Donc, c'est un procès politique. Et il faudrait que nous dialoguons. Ça, c'est très important pour apaiser le climat politique. Alors, Nous devons nous asseoir alors tous Evra, je sens que tu as, comment pacifier. Evra, je sens que tu as des problèmes de son. Est-ce que tu peux essayer de retourner je crois que nous avons ton son est en train de cracher. Euh, alors, je Ah bon, rappelle mais que moi, je vous écoute parfaitement bien. oui, c'est à votre niveau qu'il y a des problèmes. Vous avez des problèmes de son à votre niveau. Alors, je rappelle que nous avons en direct de la France Evra Nongo qui a quelques ennuis
de vidéo. Voilà, allô? Je sens que, bon, il faut en muter le téléphone. Toutes nos excuses pour ces petites difficultés qui interviennent dès le début de cette émission. Allô, Evra, est-ce que vous m'écoutez? Vous devez en muter votre micro, Evra, on ne peut pas vous entendre parce que le micro est muté. Voilà. Et essayez de retourner l'image. Il faut en muter le micro, Evra. Evra, nous avons. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez, Evra? Allô? Oui, Voilà, je oui, crois qu'il je m'entend. vous écoute parfaitement. Oui, Voilà, voilà. Donc, je crois que mon invité est là, il peut. moi, je vous écoute OK. parfaitement. OK. Alors, donc, je crois que vous pouvez maintenant l'écouter parfaitement, mais vous ne pourrez pas constater que vous aviez des problèmes de ligne. Alors, je suis donc sur le procès Okombi. Et effectivement, Okombi lui-même affirmait que ce procès, pour en terminer là, n'était que le prolongement d'une lutte idéologique et qui s'est matérialisée avec une justice, pensait-il, plus ou moins instrumentalisée contre lui. Êtes-vous de cet avis? Il a totalement raison. C'est une justice instrumentalisée. On ne refuse pas dans un parti politique, dans une formation politique, qu'il y ait voilà, des tendances, qu'il y ait des idées autres que ce qu'on prend dans le parti. Donc, on appelle ça des courants. Dans un parti politique, il peut y avoir des courants. Donc, Ogombi Salissa incarne un certain du pays dans le PCT, de la politique de son mentor. Voilà. Voilà. Voilà, je vous rappelle que j'ai pour invité Evra Nango. Nous avons quelques problèmes de ligne avec Paris, des problèmes certainement qui vont se régler au plus vite. Alors, Evra, je vois que sur Facebook, il y a des gens qui suivent déjà l'émission comme votre ami, le journaliste Aristide Mobébissi, et qui dit de vous que vous êtes l'étoile montante de la politique congolaise. Est-ce que vous pouvez justifier vous-même cela? Mais effectivement, avec Aristide Mobébissi, nous avons été les pionniers publiquement, de dénoncer publiquement les méfaits, les dérives de ce pouvoir. Parce qu'à l'époque, les gens avaient peur, les gens se masquaient, ils se voilaient le visage, les gens n'avaient pas le courage de prendre leurs responsabilités et voilà, de dire ce qu'ils pensaient dans la liberté totale. Mais nous avons été les premiers, nous avons pris nos responsabilités, nous avons dit que non, ce qui se passe au Congo est inadmissible. Il est temps que les choses changent dans ce pays. Il est temps qu'une nouvelle génération d'hommes politiques et de femmes politiques aussi puissent incarner voilà, la relève, prennent les responsabilités et le destin de ce pays en main. Voilà, merci donc Evra Rango pour cette réaction. Nous allons donc aborder le problème des valeurs, des antivaleurs notamment. Valeurs comme normes. Alors, nous parlons de ce qui est opposé à cette norme, s'agissant du comportement des décideurs que nous trouvons à Brazzaville, mais aussi des citoyens ordinaires qui travaillent dans les administrations. Alors, vous avez toujours relevé dans le nombre de postes que cet État a échoué, plein de critiques sur la manière dont le gouvernement est en train de réagir quant aux recommandations du FMI sur la mise en place d'une structure et qui devait réprimer tout cela. Votre réaction sur l'état actuel de cette fameuse commission qui est l'équivalent d'une commission de biens mal acquis et qui devait sévir sur les comportements de ce genre? Mais je peux dire que c'est la politique du gouvernement de Clément Mwamba est un fiasco. Clément Mwamba et son gouvernement, dans ce sens, dans la lutte contre les anti-valeurs, ils ont échoué lamentablement. Ils n'ont pas été à la hauteur des espérances des Congolais. Vous savez qu'en politique, c'est le haut sommet, ce sont les cadres, les responsables, c'est eux qui doivent montrer le chemin, c'est eux qui doivent servir d'exemple. Mais quand ceux qui nous dirigent ne servent plus d'exemple, ils deviennent eux-mêmes l'exemple des anti-valeurs, ils incarnent même ces anti-valeurs tant décriées. Je pense que non, au niveau du peuple, les gens n'ont plus confiance. Donc, le gouvernement de Clément Mwamba n'a pas été à la hauteur. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sortent. Voilà, et la gestion de ce gouvernement, c'est une gestion calamiteuse.
une gestion chaotique. Ce gouvernement a conduit le pays dans une crise socio-économique profonde. Et ce gouvernement n'est pas capable d'admettre que non, nous avons échoué, nous n'avons pas été à la hauteur des espérances des peuples congolais. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les antivaleurs, le pouvoir actuel, voilà, doit normalement, en principe, devrait normalement démissionner, laisser la place à un nouveau gouvernement qui mettra en place des nouvelles structures efficaces pour lutter contre les antivaleurs. Voilà, Évrard, je voudrais te donner une info. J'étais en train de regarder sur Internet un peu, m'informer sur la question, mais j'ai constaté qu'il y a quelques mois, le Premier ministre Clément Mwamba a tenu, je crois, une conférence de presse au cours de laquelle il encourageait les membres de cette commission à mieux faire, notamment un certain monsieur, bon, j'ai oublié le nom, l'arrêt, bon, ben je vais retrouver le nom. Alors, ce monsieur a été victime de menaces, même de la part des membres du gouvernement ou des proches du régime. Pour l'ami, voilà, un certain Lamir Ngele, c'est celui-là le nom. Et donc, il subit des pressions parce qu'effectivement, il tente de faire ce qu'on lui demande de faire. Alors, est-ce que vous croyez que ça, c'est imputable à Clément Mwamba ou bien c'est plus fort que lui? Mais oui, mais justement, quand on est en responsabilité, quand on accepte d'être Premier ministre ou bien ministre de la République, on assume ses responsabilités. Un responsable, c'est quelqu'un, à un moment donné, s'il faudrait qu'il prenne des mesures, même si c'est des mesures qui peuvent aller à l'encontre de son camp, mais à un moment donné, c'est un État, c'est un pays que nous gérons, c'est la vie des hommes que nous gérons. Donc, nous ne pouvons pas accepter que non, ceux qui ont pris des responsabilités, ceux qui ont été nommés au poste de responsabilité, puissent se résigner. Voilà, Clément Mwamba s'est résigné, alors qu'il est Premier ministre de la République, ou il est Premier ministre de la République, ou il ne l'est pas, ou il incarne un pouvoir, ou il n'a pas de pouvoir. Et s'il incarne un pouvoir, à un moment donné, il doit prendre des décisions, il doit sanctionner. Le pouvoir, nous devons sanctionner. Il y a des antivaleurs, il y a des choses, il y a des détournements de fonds. Il y a beaucoup de choses. Il y a une mauvaise gestion des derniers publics. Mais ces gens-là, ils doivent répondre. Voilà. Donc, dans les grandes démocraties, ceux qui ont eu des responsabilités, quand on a des responsabilités, il faut s'attendre à rendre des comptes. Jusqu'à quand nous attendons que non, ceux qui dirigent ce pays rendent des comptes aux Congolais. Bon, Évrard, il y a un de tes amis qui place la barre un peu plus haut, déjà qui réagit sur Facebook, Bernard Pongui, qui croit que le problème, c'est Denis Christel. Il poursuit. Clément Mwamba suit les instructions de Sassou. Pourquoi il s'attaque qu'à Mwamba? Le problème, c'est d'abord Sassou. Réaction. Oui, que ce soit Sassou, que ce soit Clément Mwamba, ils sont tous des incompétents. Voilà. Parce que le pouvoir, c'est quoi? Nous avons un régime aujourd'hui parlementaire. Le Congo, aujourd'hui, c'est un régime parlementaire. Certes, le président a un pouvoir, le Premier ministre aussi, il a un pouvoir aussi. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République n'est plus chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre a des pleins pouvoirs aujourd'hui de mettre en place, et c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'ils ont prévu, de mettre en place, par exemple, une autorité de lutte contre la corruption. Et je veux embrayer aussi pour dire à M. Pungui que toutes les institutions constitutionnelles ont été mises en place. Notamment, je veux parler de la Haute Cour de justice, qui est une institution qui est capable aujourd'hui d'interpeller, de juger les ministres en fonction, ou bien ceux qui ont été en fonction au pays, et les autres responsables aussi. Maintenant, moi, je demande à M. Henri Bouka, qui est aujourd'hui celui qui incarne aujourd'hui la Haute Cour de justice, d'interpeller Denis Christel Sassou Nguesso, parce que ça relève de sa compétence. Maintenant, pourquoi nous incriminons M. Clément Mwamba? Mais eux, ils doivent donner des moyens. Il faudrait que le gouvernement donne des moyens à la Haute Cour de justice de fonctionner. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une institution de façade, c'est une institution républicaine qui doit notamment jouer son rôle. Évrard, tu crois que cette... Évrard, tu crois que cette Haute Cour de justice a l'indépendance requise pour sévir sur ces gens-là qui volent, qui
détournent les fonds au niveau du gouvernement? Est-ce qu'ils sont réellement indépendants, ces gens qui ont été nommés? Parce que j'ai suivi qu'il y a eu un décret qui a été publié, donc la liste a été publiée. Vous croyez qu'ils vont travailler en toute sérénité et indépendance? Mais justement, mais c'est ce qu'on attend d'eux. Le président l'a dit, mais c'est ça le grand problème au niveau de notre pays. Le président, à un certain moment, vous savez, dans les grandes démocraties comme aux États-Unis, en France et ainsi de suite, le président, la parole du président a de la valeur, a un sens. Quand un président, il parle devant les deux chambres réunies, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, ce sont les représentants du peuple et il y a la communauté internationale aussi qui nous suit. Un président, il parle, il prend des décisions, il dit des choses et que derrière, si ce n'est pas suivi des faits, ça veut dire, si le président n'a pas écouté, n'est pas entendu, mais il doit démissionner. Il n'y a plus de raison qu'il puisse jouer son rôle dans la République, puisque le président de la République, il parle, derrière, il n'y a aucun effet. Il a dit que ces gens-là doivent travailler dans toute impartialité. Mais il a dit, suivant ceux qui ont suivi le discours du chef de l'État, le chef de l'État l'a dit, maintenant, si M. Henri Bouka n'est pas à la hauteur, lui aussi, il doit démissionner. Voilà. S'il n'est pas capable d'interpeller les ministres en fonction ou d'interpeller Denis Christel Sassou Nguesso, parce que c'est ça la haute cour de justice. Voilà, son rôle, c'est d'interpeller les députés. Parce que Denis Christel Sassou Nguesso, aujourd'hui, il est député, mais il peut être interpellé par la haute cour de justice, il peut être entendu. Voilà, il peut être mis en examen. Être mis en examen ne veut pas dire être condamné. Voilà. Donc, il y a des ministres, il y a des députés, des sénateurs, des directeurs généraux ou centraux qui peuvent être mis en examen, qui peuvent être entendus. C'est au rôle aussi du procureur de la République, le ministère public aussi, d'engager aussi les démarches aussi, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la publication du calendrier judiciaire. Quand nous publions le calendrier judiciaire, la justice ne peut pas seulement frapper les faibles, mais la justice. Nous avons des problèmes de son encore là. Les puissants, les forts, comme on dit. Nous avons une là, fois de plus. Je ne sais pas, vous m'écoutez? Oui, bon, voilà, allez-y. Allez-y. Vous pouvez reprendre ce que vous venez de dire. Oui. Donc, je disais que dans le président l'a dit, il n'y a pas des menus frétants ou des menus ou des gros poissons. Tous, ils doivent passer dans la nasse de la justice. Voilà, nous attendons. Le président l'a dit. Donc, il y a la justice, il n'y a pas d'exception. Voilà. Que ce soit Denis Christel. Voilà, quelqu'un, Evrard, enfonce le coup. Bon, j'avoue que par la nature même de votre discours, il y a des questions qui pleuvent déjà, ce qui est une bonne chose. Vous avez Makila Mabé, Mwamba n'a rien à voir, c'est le président qui donne les institutions, arrête d'attaquer Mwamba pour rien. Bon, ben écoutez, c'est un partisan de Mwamba, je ne sais pas si vous avez encore à répondre à ça. Pongi, le Congo est une dictature d'un État. Non, que ce soit Mwamba, mais Mwamba est le Premier ministre de la République. Oui. Ou il est Premier ministre de la République, il ne l'est pas. Il anime une équipe. S'il n'a pas les capacités d'animer cette équipe-là, Mwamba doit démissionner. Doit démissionner. Donc, vous pensez que il y a un problème de personnalité qui se joue à ce niveau, s'il estime qu'il n'a pas de marge de manœuvre, il valait mieux de démissionner. Ben oui, mais c'est ça dans les grandes démocraties. Quand vous constatez que non, vous n'avez pas de marge de manœuvre, ben vous démissionnez. C'est comme ceci pour embrayer le nouveau directeur général du CHU, le Canadien qui a été nommé. Mais le Canadien, il a posé un préalable, il a dit, donnez-moi les moyens. Il a fait un état de lieu, il dit, j'ai besoin d'un fonds d'enroulement de 1 milliard, je ne sais pas combien là, mais si je l'ai, si vous me donnez les moyens, comme ça, je commence mon action. Et c'est comme ça. Il ne suffit pas que le président prenne un décret, vous nomme au poste de responsabilité et que vous n'avez pas les moyens, vous continuez à rester là. Mais non, c'est comme je l'ai toujours dit, le président de la haute cour de justice de la République, mais ce n'est pas une institution de façade. Voilà. Et lui, il a des attributions qui lui confèrent un certain pouvoir d'interpeller les ministres en fonction, les députés, les sénateurs et les hauts cadres de la République. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est son incompétence. S'il n'arrive pas, s'il estime que non, il n'a pas de moyens, mais il doit démissionner. Alors, Evrard, au-delà de tout ça, est-ce que vous ne voyez pas quand vous observez, vous allez souvent, vous êtes déjà rendu à Brazzaville, vous connaissez les acteurs politiques, vous connaissez les membres du gouvernement,
ceux qui sont impliqués dans ces histoires de fraude, vous ne voyez pas que le problème paraît un peu plus profond, de telle manière que c'est difficile pour, par exemple, pour le président de lâcher son fils, comme ça, de le jeter en pâture dans une justice pour laquelle peut-être il n'aurait pas plus de contrôle. Vous croyez qu'en Africain, il va laisser croupir son fils en prison? Vous êtes sûr? Mais il y a eu des gens qui l'ont fait. Mais pourquoi le président ne le fera pas? Mais pourquoi vouloir confier des responsabilités à son fils? Et si son fils, demain, n'est pas capable de répondre devant la justice, de répondre devant les Congolais de sa gestion? Aujourd'hui, Denis Christian Sassou Nguesso, personne, moi je ne le conteste pas en tant que fils du président de la République, mais en tant que responsable. C'est un responsable, il a animé un secteur stratégique de notre pays qui est le pétrole. Il y a eu des mauvaises gestions, il y a eu des prêts. Aujourd'hui, nous connaissons tous tout ce qui s'est passé avec les scandales Trafic Bras, Glencore, Panama Papers, ainsi de suite. Nous tous nous sommes informés. Et pour dire ceci, pour signifier ça aux Congolais, il y a un accord judiciaire qui existe entre le Congo et la France. Et cet accord date du 1er janvier 1974. Donc aujourd'hui, ça fait 45 ans que le Congo a un accord judiciaire avec la France. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui le ministère public congolais demande à la justice de lui verser les dossiers par rapport aux histoires des biens mal acquis, pour qu'au niveau de la justice congolaise, on commence à instruire dans ce domaine-là? Rien. Mais c'est la volonté politique, les gens ne veulent pas. Mais demain, nous dirons que l'autorité de l'État sera restaurée. L'histoire des biens mal acquis, nous allons encore rouvrir ce dossier. Voilà, alors, nous allons donc restaurer l'autorité de l'État, c'est vous-même qui le dites. Donc, c'est une passerelle qui nous permet d'aborder nos propres problèmes, notamment ceux de notre diaspora. Alors, Yvan Nango, vous êtes un membre, j'allais dire, influent de la diaspora congolaise en France. Où vous situez-vous? Nous avons entendu beaucoup d'histoires ces derniers temps avec des moutardes de Dijon, des Bristol, des délégations qui se rendent certainement à New York pour négocier. Il y a là un éparpillement, émiettement. Vous êtes président du MODEC. Quelle est la philosophie du MODEC à ce jour quant à la question des négociations au niveau de l'opposition? Bon, en tant que président du MODEC et membre de la diaspora, je dirais ceci. Si aujourd'hui il y a des dissensions au niveau de la diaspora congolaise, c'est parce que les gens ne veulent pas nous écouter. Nous avons été, comme je l'ai dit tout au début, nous avons été des éclaireurs, nous avons été des guides, nous avons commencé cette lutte, nous avons pris nos responsabilités parce qu'on savait là où nous on voulait aller avec les Congolais. Donc, s'il y a diversité d'opinions au sein de la diaspora, c'est tout à fait normal, mais à un moment donné, il faudrait que nous puissions être ordonnés, que nous puissions marcher sur les mêmes cadences, que nous puissions avoir la même vision pour pouvoir aider notre pays à s'en sortir. Et j'aimerais dire quand même bravo à la diaspora algérienne que j'ai côtoyé pas plus tard que hier ou avant-hier. Voilà, et qu'ils ont montré, ils ont été en symbiose avec le peuple algérien. Et aujourd'hui, le président Bouteflika, il a reculé, il a retiré sa candidature. Et aujourd'hui, les Algériens veulent amorcer une conférence nationale de réconciliation entre le peuple algérien. Voilà ce que nous devons faire. Nous pensons que non, la diaspora est une force. C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est ce que nous avons constaté aussi quand nous étions à Brazzaville. La diaspora est une force. Mais nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas reprendre les affaires, mais si nous allons d'une manière éparse, si chacun veut tirer la couverture vers lui. Nous ne cherchons pas notre gloire, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la situation du pays s'améliore, que les choses changent profondément dans ce pays-là. Donc, nous avons besoin du concours de tout le monde. Voilà, personne n'est exclu. Le Congo, c'est un petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. Bon, d'aucuns disent que 5 millions, nous ne sommes pas nombreux, nous les Congolais. Chacun a sa place dans cette république que nous voulons construire demain. Et nous ne voulons pas une république d'exclusion. Voilà, le tribalisme a toujours miné notre pays. Le tribalisme est un frein. Ça nous empêche aujourd'hui d'avancer. Pour avancer, le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Évrard, vous parlez du tribalisme. À quoi pensez-vous?
pensez-vous à cette boutade? Que deviendront les Mboshi un jour, ou bien vous parlez de ce qui se passe en sens inverse? Non, mais justement, mais au sein de la diaspora, qu'est-ce qui mine la lutte au sein de la diaspora? C'est le tribalisme. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Moi, je suis membre de la diaspora. Nous Oui. avons essayé de situer un peu ça et là. Ce que je le dis, c'est parce qu'il y a d'aucuns qui pensent que c'est leur groupe ethnique, c'est eux les meilleurs, et les autres, non, les autres sont les moins bien, les moins que rien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que le combat de la diaspora n'avance pas. Si on n'avance pas, c'est ce problème-là, voilà. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses telles qu'elles sont. Le tribalisme aujourd'hui empêche que la diaspora puisse parler d'une seule voix. Alors, Evra, ce que je dois, peut-être de façon caricaturale, si je me trompe, veuillez m'arrêter, dire qu'effectivement, ce que vous évoquez là a des similitudes avec ce dont nous parlions la semaine dernière avec un de mes invités. C'est-à-dire que est-ce que c'est la transposition des dissensions entre les partisans de Sassou, ceux de Lissouba et Kolela sur la place de Paris? C'est cela? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais ça, il ne faut pas se le cacher, c'est ça. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a les partisans de Sassou, de Lissouba, de Kolela, qui se retrouvent au sein de la diaspora, qui ont du mal aujourd'hui à transcender. C'est pour ça que je dis, tant que le Congo sera, les gens, ils verront que non, la politique, c'est pas Sassou, c'est pas Lissouba, c'est pas Kolela, c'est des gens, moi je l'ai toujours dit, et mon discours ne change pas, c'est des gens qui ont fait leur temps. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'une nouvelle génération, des gens, des visionnaires, des rassembleurs. Voilà, nous ne sommes pas là en train de parler en termes ethniques ou en termes régionalistes ou quoi que ce soit. Non, nous on parle en termes de Congolais. On a besoin de tout le monde. Tout citoyen congolais, d'où qu'il soit, nous avons besoin de lui pour qu'ensemble, que nous puissions reprendre les choses. Donc, c'est ça. Alors, Evra, revenons sur les objectifs que vous vous fixez, notamment au niveau de votre diaspora. Je parle ici de la diaspora de France parce que c'est celle-là qui, dans une large mesure, est stratégique en même temps qu'elle pose problème. Alors, est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Parce qu'on parle de l'inexistence d'un cahier de charge unique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore aplani vos positions. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par là, c'est-à-dire à faire une espèce de plat de couture et à lister ce que vous cherchez? J'ai comme l'impression qu'il y a un groupe qui veut du départ immédiat et sans condition du président Sassou, qu'il y a un autre qui croit qu'il pouvait d'abord être là, un autre encore pense qu'il peut rester, mais en le dépouillant de toutes ses prérogatives, des gens qui parlent de la conférence nationale. Je suis en face de vous. Où vous situez-vous? Bon, en tout cas, par rapport à tout ce qui se passe, moi, je me situe nulle part. Sincèrement, je me situe nulle part parce que aujourd'hui, pour mener un combat, il faudrait que les objectifs soient clairs. Mais nous devons, comme vous l'avez dit, un cahier de charges, définir quels sont les moyens, les possibilités que nous pouvons disposer pour changer profondément les choses. Et n'oublions pas aussi que non, en politique, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout gagner en politique. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez vu, vous êtes aux États-Unis, vous avez vu les discours martiaux que Donald Trump et Kim Jong-un ont tenus les uns et les autres. Mais aujourd'hui, il y a eu deux sommets, États-Unis, Corée du Nord. Ils se sont retrouvés, ils ont discuté. À un moment donné, nous devons avoir le courage de nous asseoir avec nos adversaires. Nous sommes tous des Congolais. Personne, je l'ai toujours dit, personne n'est plus Congolais que les autres. Même ceux qui sont aux affaires, ce sont des Congolais comme nous, mais nous pouvons nous asseoir ensemble, discuter. Mais si eux aussi, ils peuvent faire des compromis pour qu'ensemble, que nous puissions former une équipe, que nous puissions diriger le pays, il n'y a pas de mal à ça. Donc, c'est au niveau des objectifs aujourd'hui que les choses ne marchent pas, que la diaspora échoue. Ceux qui disent que non, ceux qui sont pour le départ immédiat et sans condition de Denis Sassou Nguesso, mais qui nous disent comment ils vont procéder. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire des choses. Oui, le départ immédiat de Denis Sassou Nguesso sans condition, mais quel moyen de pression, quel moyen que vous disposez aujourd'hui pour que cette chose-là soit faisable? S'il n'y a pas de moyens, ça ne sert à rien de parler. Voilà. Mais nous sommes pour toutes les solutions, mais nous ne voulons pas non plus qu'il y ait encore la guerre, qu'il y ait encore du sang versé. Aujourd'hui, l'Algérie
nous avons l'exemple de ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui. Si le pouvoir de Bouteflika a reculé, les gens ont fait des simples manifestations pacifiques. Les gens sont sortis de la rue, ils ont manifesté pacifiquement et aujourd'hui, le pouvoir a reculé. Pourquoi seulement chercher qu'il y ait de sang, qu'il y ait des bains de sang? À un moment donné, nous sommes tous Congolais. Donc, trouvons des mécanismes et des moyens pour que les choses changent dans notre pays. Voilà. Je crois que j'ai... voilà, je rappelle que nous avons à ce journal de la communauté Monsieur Évrard Nongo, qui est le président du MODEC, membre de la diaspora congolaise de France. Évrard, je vais au passage prendre quelques questions que j'ai reçues de certains amis, notamment d'Alphonsine Mikuiza, que vous connaissez déjà. Première question, peut-on mener un combat contre la dictature sans argent? Et non, on peut mener un combat contre la dictature sans argent, oui et non. Pourquoi? Parce que le combat, c'est au niveau des combats, c'est au niveau des idées. Mais qui dit aussi un combat, nous devons aussi mettre les moyens en œuvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que le combat aussi n'avance pas, parce qu'au niveau financier aussi, il y a des problèmes. Quelque part, elle a raison, mais quelque part aussi, on ne peut pas se résigner parce qu'on n'a pas les moyens que nous, on ne peut pas mener un combat. Donc, c'est la réponse pour moi, c'est aussi une réponse aussi mitigée, quoi. Bon, il y a une proposition qu'elle est en train de vous faire. Réagissez à cette proposition. La diaspora ne doit-elle pas s'organiser pour lever un impôt révolutionnaire? Bon, l'organisation de la diaspora, je suis tout à fait d'accord pour l'organisation de la diaspora. La diaspora doit s'organiser. Mais c'est pour cela, mais nous allons nous organiser par rapport à un objectif, par rapport à un but. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous devons définir le but. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme on l'a dit, comme je viens de le dire précédemment, il y a des gens qui disent ils sont pour le départ sans condition et immédiate de Denis Sassou Nguesso. Il y en a qui pensent que non, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres voies. Mais il faudrait qu'on arrive quand même à s'entendre. C'est pour cela, moi, nous, on a toujours pensé que non, nous voulons tenir une position médiane. Toutes les propositions sont possibles, nous pouvons mettre sur la table, mais nous ne voulions pas que non, qu'il y ait des bains de sang, que les Congolais, il y a eu trop de morts dans notre pays, la politique congolaise voilà, est entachée de sang. Nous ne voulons pas que, non, que ces choses-là continuent. Nous voulons que non, qu'au niveau de la pensée, que la pensée puisse voilà, triompher, quoi. Les idées triomphent par rapport à la violence et à la force physique. S'agissant, Évrard, des cotisations dont on parle ici, impôt révolutionnaire, il y a eu beaucoup d'initiatives dans le passé. Est-ce que vous avez une idée de cela? Des gens, à la limite, on parlerait donc de rançonner les militants. On ne sait pas ce qu'est devenu cette caisse, tout ce qu'on a pu collecter depuis que vous existez. Je ne parle pas de vous. Il y a eu des initiatives. Est-ce que vous croyez que c'est à encourager encore? Bon, je ne sais pas, mais c'est une proposition aussi, une possibilité aussi. Donc, toujours dans l'histoire de la diaspora, je pense que il y a 2021. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on en parle maintenant ou que j'envoie déjà. Oui, ce sera la dernière partie de notre émission. D'accord. Donc, mais la diaspora doit s'organiser. Nous devons nous organiser. Comment ensemble nous pouvons travailler en symbiose, comment ensemble nous pouvons mettre des moyens, trouver des mécanismes aujourd'hui. Bon, il y a des partenaires. Le Congo dispose des partenaires. Il y a des partenaires économiques qui travaillent au Congolais, mais nous pouvons aussi faire des démarches dans ce sens-là. Allez-y convaincre aussi les partenaires économiques du Congo aussi de nous aider de notre démarche aussi parce que nous voulons un changement. Donc, pourquoi pas convaincre aussi les partenaires économiques du Congo, discuter avec eux et faire aussi leur montrer notre cahier des charges, nos propositions. Dans le même sens, c'est vrai. Est-ce que vous, en tant que force de l'opposition de la diaspora, est-ce que vous avez des gens sur lesquels vous comptez? Est-ce que vous avez des alliés, comme disait l'autre dans une vidéo? Est-ce que vous comptez sur des gens qui pourraient vous aider à réaliser ces objectifs-là qui nécessitent beaucoup d'argent? Il ne s'agit pas des cotisations de $5. Si vous allez faire des voyages, financer des frais d'hôtel, c'est du cash de grande envergure. Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà des contacts, ce que vous appelez des carnets d'adresses, pour qu'une fois au pouvoir, ces gens-là pourront vous aider ou encore vous aident maintenant que vous êtes en difficulté? Car tout le monde sait que l'opposition, c'est le parent pauvre et la raison principale
des flottements que nous voyons, de transhumance, des gens qui quittent ce côté ou bien qui assouplissent leur position, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent, non? Et que le gouvernement sait que c'est de ce côté-là qu'il faut frapper pour les avoir. Oh, je ne pense pas qu'il y a toujours un problème d'argent. Je ne pense pas. Nous avons fait des choses dans ce combat avec nos propres moyens financiers, sans pourtant que quelqu'un d'autre puisse nous soutenir. Nous avons organisé des voyages à l'étranger, rencontré certains partenaires du Congo, discuter avec eux, certaines autorités de certains pays aussi. Donc, nous l'avons fait avec nos propres moyens, sans dépendre de qui que ce soit. Mais nous comptons premièrement sur les Congolais eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi, si demain nous voulons garantir l'indépendance du Congo, nous devons nous appuyer sur les locaux, sur les Congolais eux-mêmes. Nous ne devons pas penser que non, que les étrangers, ils viendront à notre rescousse. Non, c'est d'abord les Congolais nous-mêmes. Nous comptons sur le peuple congolais, sur la population congolaise, sur les Congolais eux-mêmes de se prendre en charge. Voilà, c'est entre nous-mêmes. Donc, nous comptons sur les Congolais. Mais c'est vrai que non, nous avons des partenaires. C'est vrai que non, il y a des carnets d'adresses aussi. Mais cela n'empêche pas, nos partenaires aussi, ils vous poseront toujours la question. Mais quel est votre rapport de force sur le terrain? C'est ça aussi le problème. Ils voulaient aussi savoir aussi, mais sur le terrain, c'est quoi votre rapport de force? Donc, nous travaillons d'abord avec les Congolais, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur place et ceux qui sont dans la diaspora aussi. Voilà, c'est d'abord avec nos compatriotes que nous devons compter avant d'aller se tourner vers l'extérieur. Evra, êtes-vous sûr que vous devez compter sur ces gens-là qui sont sur place? Ils ne s'occupent pas de vous, les opposants locaux. On les présente comme des gens à la limite qui ont pris leur retraite. Est-ce que vous allez compter sur eux pour faire aboutir votre lutte, entre guillemets? Mais oui, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Si la lutte aujourd'hui n'évolue pas, c'est parce qu'on continue toujours à nous regarder en chien de faïence. C'est pour cela que non, j'aimerais suggérer, c'est une suggestion qui est à l'étude. Nous ici, avec les amis qui sont ici, nous sommes en train de travailler sur une proposition de se retrouver, d'organiser une conférence avec les responsables politiques du pays, entre la diaspora et la nous asseoir ensemble et que nous puissions discuter, lever un peu l'équivoque, parce que toutes les questions qui aujourd'hui font que non, que nous puissions nous regarder en chien de faïence avec l'opposition au pays sur le terrain et la diaspora, cette méfiance entre nous qui existe entre nous, mais à un moment donné, nous devons nous asseoir, discuter, nous dire des choses en face pour qu'ensemble, nous puissions bâtir des vraies stratégies qui nous permettront d'aller à la conquête du pouvoir. Voilà, je rappelle que nous sommes au journal La Communauté, invité de ce journal, Évrard Nongo, membre de la communauté congolaise de France et qui est président du MODEC. Évrard, nous avons une question qui nous vient d'un frère ici. Je pourrais vous donner son nom à la fin de l'émission. Question peut-être de curiosité, vous pourrez répondre comme vous pourrez. Tous les hommes ou les opposants congolais n'ont jamais pu organiser quoi que ce soit au Parlement de Brazzaville, donc par le palais du Parlement de Brazzaville. Par quel biais a-t-il pu organiser son congrès en tant qu'opposant? Le palais du Parlement appartient à la mairie de Brazzaville. Donc, le palais du Parlement se loue. Mais pour la gouverne de ces personnes-là, c'est 1 million, qui fait 1 500 €, je ne sais pas combien en dollars américains. Donc, 1 500 €, c'est à la portée de tout le monde. Mais pour avoir ça, ce n'est pas un privilège qu'on vous a offert. On croit que peut-être que vous avez des faveurs. Non, il n'y a pas de... c'est comme même ce qui nous reprochent aujourd'hui des partis politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas été sur le terrain. Pour l'enregistrement, pour la création d'un parti politique, la somme à verser, c'est 100 000 francs CFA, ce qui fait 150 €. Je pense que c'est largement les gens ne diront pas que non, mais voilà, il faudrait que vous soyez subventionné par X ou Y. Pour avoir une salle qui coûte 1 million de francs CFA, on n'est pas obligé d'être subventionné par X ou Y. Nous-mêmes, nous avons les possibilités de pouvoir payer une salle à 1 500 francs, à 1 million de francs CFA.
On croit que peut-être que dans l'esprit de celui qui a posé la question, le gouvernement ne veut pas vous faire trop de visibilité et que c'est toujours difficile d'avoir ce genre de locaux qui ferait une grosse vitrine sur vous. Il n'y a pas de difficulté, mais vous faites votre demande. C'est comme, je ne sais pas si la personne vit en Occident ou bien il vit ailleurs. Les salles, il y a des places. Aujourd'hui, par exemple, il y a la salle de Kintélé, la salle de Kintélé. Les gens ils peuvent le louer, moyennant quelque chose. Il y a la salle du Radisson, il y a beaucoup de salles aujourd'hui au Congo. Donc, ceux qui ont des moyens, ceux qui disposent des moyens financiers, qui veulent faire quelque chose, ils ont la possibilité de louer les salles, même de louer même un stade. Il y a le stade de Kintélé, il y a le stade de la Révolution, tout ça. Ben, les gens, si vous avez des moyens, vous pouvez aller louer. Pourquoi? C'est aussi une possibilité aussi à l'État aussi d'avoir aussi quelque chose dans ces caisses. Voilà. Merci donc Evra Nongo pour ces précisions. Evra, nous allons terminer cette émission par la question des élections, mais Evra, pour te permettre de souffler, je voudrais te poser une question. Vous savez que le 25 mai, vous avez la nuit du pool en France, notamment à Nanterre. Alors, je vous donne la possibilité de gagner un ticket nuit du pool. Vous allez donc. Avez-vous déjà été dans la région du pôle? Ah ben si. Avez-vous été à Kinkala? Oui, j'ai déjà été à Kinkala, mais j'ai sillonné le pôle. J'ai été à Voilà. Kinkala, jusqu'à Vinza. Voilà. Donc, une question à deux volets. Vous devez, pour avoir. Jusqu'à les finis qui est dans le pôle aussi, à Igné, voilà. qui est dans le pôle aussi. Parce que les gens, je vais lever un peu l'amalgame. Les gens, quand les gens ils parlent du pôle, ils font seulement allusion au pôle sud. Et ils oublient que non, il y a le pôle nord. Non, ce débat est clos parce que nous avons dans plusieurs émissions ici délimité géographiquement le pôle. Alors, non, je pose une question sur ce que moi-même je connais déjà. Et donc, parce que j'y ai été, comme vous, au pôle, notamment la partie sud à Kinkala. Alors, question à deux volets. Pour gagner les 50 €, vous devez trouver les deux volets. Comment appelle-t-on le lycée de Kinkala? Première question. Deuxième question. Pour aller au lycée de Kinkala, vous devez passer par un pont. Comment appelle-t-on cette rivière? Donc, le nom de ce cours d'eau-là. C'est Cole, hein? Bon, je vais regarder. Donc, ça va aller aux auditeurs, à ceux qui suivent l'émission. Une idée? Même le lycée, Evra. Bon, Evra. Le lycée, c'est le lycée de Kinkala. Alors, ceux qui suivent l'émission, donc, je vous donne toutes les. Donc, pour le reste de l'émission, vous pouvez fouiller les réponses. Et donc, vous porterez la réponse au bas donc, sur le lien de l'émission. Je ne prendrai qu'un seul gagnant. Donc, je vais prendre juste un gagnant. Première question, comment appelle-t-on le lycée de Kinkala? Premier volet. Deuxième volet, comment appelle-t-on le cours d'eau qui, dans le pont, vous permet de traverser, donc d'arriver au lycée? C'est un petit cours d'eau. Hein. Le nom commence par N. Le lycée de Kinkala commence par 5. Voilà. Je vous ai même aidé. Hein? C'est trop déjà. Alors, on continue. Evra Nongo, invité de se joindre à la communauté. Evra Nongo, membre de la communauté. Vous voyez, il est exactement 16h11 à Chicago et certainement 22h, hein, 11 minutes en France. Evra, nous parlons des élections 2021, donc 2021. Est-il aisé de parler d'élections à ce jour au Congo-Brazzaville? Je pose une question générale. Est-ce que ce débat peut être un débat d'actualité? Ben oui, effectivement. La question des élections présidentielles, c'est une question d'actualité. C'est une question qui doit préoccuper tous les acteurs politiques, y compris aussi les populations aussi, parce que les Congolais,
aspirent à un changement. Les Congolais veulent que non, en 2021, qu'une nouvelle génération d'hommes politiques incarne prenne les responsabilités dans notre pays. Donc, ces questions ne peuvent que nous intéresser. Voilà. Maintenant, quelle est la forme que nous allons donner par rapport à ces questions-là? C'est ça aussi les questions que nous devons nous poser. Voilà. Donc, dans quelle mesure pouvons-nous envisager ces élections? Je vous pose la question en tant que président d'un parti responsable qui a une politique là-dessus. Comment vous, dans vos officines là-bas au niveau du MODEC, vous avez pu analyser les élections dans la perspective de 2021? Bon, nous pensons qu'il faudrait aller aux élections sous certaines conditions, parce que nous savons tous pertinemment, nous avons analysé ce qui s'est passé en 2016 et nous avons constaté que non, il y a eu beaucoup d'irrégularités, il y a eu beaucoup de fraudes. Et nous savons que le PCT qui organise les élections dans notre pays, c'est un parti habitué à la tricherie. Ça, nous devons le dire. Et nous savons le mode opératoire, nous connaissons le mode opératoire. C'est quoi le mode opératoire du PCT? C'est au niveau du fichier électoral. Le PCT, dès à la base, commence à fausser le fichier électoral. C'est ce qui fait que non, aujourd'hui, avec le même fichier électoral, avec les mêmes conditions qu'en 2016, peu importe le candidat qui pourra aller avec le candidat du PCT, il va perdre les élections. Donc, c'est pour cela qu'on dit il faut tenir le taureau par les cornes. Commençons, c'est pour cela que nous exigeons, au niveau du MODEC, nous exigeons que non, de réviser dans l'ensemble la gouvernance électorale, de revoir le fichier électoral, de procéder au recensement aussi administratif. En 2016, il y avait des enfants, il y avait des jeunes qui avaient 13 ans. En 2021, non, ils auront 18 ans. Donc, par rapport à la loi électorale, ils auront la possibilité de voter. Donc, donnant aussi la chance aussi à notre jeunesse aussi de s'exprimer aussi librement dans les urnes. Donc, nous devons revoir dans l'ensemble la gouvernance électorale. Voilà C'est-à-dire que vous proposez que soit mise en place une équipe paritaire qui aurait pour tâche ou charge de faire ce travail. Ah ben oui, parce que dans les conditions actuelles, Evrard, vous voyez que le gouvernement est en surnombre. Si vous avez une commission électorale, est-ce que vous croyez que le gouvernement vous fera ses faveurs de mettre beaucoup plus de gens de l'opposition dans cette structure? Vous pensez? Mais après, c'est l'organisation. Mais nous avons vu ce qui s'est passé en RDC. Mais pourquoi? C'est là où c'est pour ça que nous avons demandé, nous souhaitons que nous, la diaspora, pas que nous, ceux de Paris, parce que les gens ils nous disent oui, il n'y a que ceux de Paris voilà, qui se mettent devant, qui se mettent en scène. Non, c'est parce que nous essayons d'anticiper, nous essayons de travailler. Mais s'il y a des propositions de ceux des États-Unis ou du Canada ou d'Afrique du Sud ou bien Chine font des propositions que nous trouvons, que nous jugeons qui sont intéressantes, ben nous allons nous arrimer derrière ces propositions-là. Donc, nous pensons que nous devons discuter avec ceux de l'opposition qui sont au pays pour qu'ensemble, nous puissions travailler comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir contrer la tricherie du PCT, comme ce qui s'est passé en RDC. Vous avez vu que la coalition Lamouka, qui a pu doter de, comment est-ce qu'on appelle, aux représentants de Lamouka dans tous les bureaux de vote, voilà, des téléphones, des smartphones, pour qu'ils ont fait des photos pour permettre à ce que de faire remonter l'information. Il y a aussi l'Église catholique aussi qui a participé activement aussi. Donc, nous aussi, oui, nous sommes en train de faire des démarches dans ce sens-là. D'ailleurs, il y a une équipe qui veut se rendre au Vatican, essayer de discuter avec le clergé là-bas au Vatican, si l'Église catholique romaine, au niveau du pays, peut être parmi les superviseurs, parmi les membres de l'organisation des élections, parce que nous voudrons des élections libres, transparentes, pour que le meilleur gagne. Mais voilà oui, un peu tu as raison, Evrard, mais il y a un autre problème, celui de la circulation des personnes, des biens, tout cela. Est-ce que vous vous rappelez que même en 2016, les gens que vous aviez envoyés participer à ces élections ou bien supervisés pour le compte de l'opposition se sont vus, pour certains, déposséder même des procès-verbaux? Ce n'est un secret pour personne. Est-ce que vous croyez que l'atmosphère générale, le climat de sécurité est celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord à commencer par là, à faire que
que librement, que vous, en tant qu'opposant, que vous fassiez des meetings, que vous circulez dans les quartiers, parce que j'imagine que vous avez un électorat peut-être vers les Talangaï, mais là-bas, il y a déjà aussi d'autres membres du pouvoir, certainement qui verront en vous un potentiel danger, hein, et qui, certainement, ne vous donneront pas la chance de vous exprimer librement. Est-ce que vous ne voyez pas que les conditions de sécurité sont d'abord essentielles pour asseoir une élection équitable? Oui, effectivement, mais c'est pour cela que nous devons nous asseoir et essayer de voir dans l'ensemble toutes ces questions-là, parler de ces questions-là. Mais cela ne nous empêchera en rien que s'il y a la possibilité, s'il y a un candidat, si nous choisissons un candidat, que nous puissions aller battre campagne. Voilà, donc je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus, mais et à un moment donné, nous devons braver aussi notre peur, parce que le pouvoir ne vit que de la peur. Le pouvoir veut créer un sentiment de peur pour que les gens voilà, puissent se résigner, pour que le système puisse continuer. À un moment, nous devons braver ce pouvoir-là, leur montrer que dans le Congo, ce n'est pas leur propriété privée, le pouvoir appartient à tout le monde, et tout le monde a le droit de poser sa candidature, tout le monde a le droit de battre sa campagne, et la sécurité aussi doit être de tous des prétendants aussi, doit être garantie. Voilà. En ce qui me concerne, bon, je vous le dis d'avance, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, mais Voilà, ça n'empêche pas que dans ces questions, l'aborder, quoi. voilà, je vois que il y a bon, Bernard Pongui, Rivière Lunzori, non, c'est pas ça. Rivière Ngamanzoko, bon, c'est Ngamanzoko, oui, Ngamanzoko, c'est juste. Et vous avez aussi trouvé 5 février. Donc, Bernard Pongui va gagner un ticket de la nuit du pool. Bon, je crois qu'il ne pourra pas faire le voyage, mais vous pourrez faire ce cadeau-là à quelqu'un, hein, Bernard Pongui. Alors, merci Bernard Pongui. Donc, vous devez nous envoyer un email pour confirmer que vous êtes le gagnant de cette émission de la nuit du pool. Voilà, attendez, Evrard, que je mette mon email ici. Vous devez nous écrire pour recevoir votre nuit du pool, ticket, congolive11 @gmail.com. Alors, Evrard, la réponse, c'est la rivière Ngamanzoko. Bon, je prends la réponse comme telle, hein, Pongui. Et le lycée de Kinkala, c'est le lycée 5 février. Voilà, c'est un beau lycée à étage construit sur les hauteurs qui surplombe toute la ville de Kinkala. Alors, Evra Nango, nous allons bientôt terminer. Question, si les conditions donc, de cette élection sont réunies, serez-vous candidat à cette élection? Non, mais je vous l'ai dit que je ne suis pas candidat aux élections présidentielles, mais par contre, je suis candidat aux élections législatives de 2022. 2022. Nous allons terminer sur ce dont on parle maintenant, notamment des rumeurs, les folles rumeurs de réunions, de tractations qui se tiennent chez vous là-bas en France. Dit-on la semaine dernière, je n'aime pas travailler sur la rumeur, mais c'est une question de curiosité. En tant qu'ami, on peut toujours en discuter. On croit que du cash est en train de circuler pour essayer d'avoir les avis de ceux qui iront à New York négocier avec le représentant du secrétaire général de l'ONU sur la question du dialogue au Congo-Brazzaville. Quel est le cadre? D'abord, je sais que vous êtes pro-dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il est temps d'aller à New York et dans quelles conditions? Avez-vous été consulté d'abord? Mais comme de nous disons que non, en politique, que nous sommes en longueur d'avance par rapport aux autres, c'est parce que les gens ne nous comprennent pas. Allô, Evrard, tu as encore des problèmes de son, Evrard. Allô, Evrard, nous allons bientôt terminer, mais quelques difficultés à la fin de cette émission avec mon... Allô, Evrard? Je crois qu'il a des problèmes de ligne à la fin de l'émission. Je rappelle que nous avons Evrard Nango qui est membre de la communauté congolaise de France, président du MODEC. Avec Evrard, nous abordons la question du dialogue, notamment des négociations en perspective, les négociations dont on parle pour New York avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Fall. Alors, Evrard, est-ce que vous m'écoutez? Je crois qu'il a des problèmes. C'est bien dommage. L'émission est sur le point de s'achever, mais je constate que... Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez, Evrard?
moi, je vous entends parfaitement. Bien. Voilà, donc essayez de reprendre tout ce que vous avez dit parce que moi, je ne vous ai pratiquement pas entendu et le risque, c'est que peut-être que les auditeurs ne vous ont pas entendu aussi. Hein. Est-ce que tu peux Bon, reprendre? non, mais nous, on est toujours en longueur d'avance. Oui, oui, ce que je fais, je dis que non, nous sommes toujours en longueur d'avance. Quand on parlait du dialogue, les gens ont fustigé. Ils pensaient que non, nous, ils ont compris que non, le cours du dialogue. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que la diaspora participait aussi au dialogue que peut aussi initier aussi. Donc, c'est une délégation qui peut se rendre. On dit que toutes les diasporas, y compris ceux qui sont en Europe, en Amérique et en Afrique, tous puissent aller se rendre à New York, rencontrer le représentant du secrétaire général de l'ONU pour que la diaspora congolaise aussi, dans les négociations, puisse participer activement voilà, au dialogue au niveau du pays. Parce que les populations espèrent, attendent aussi beaucoup de la diaspora, mais la diaspora ne peut pas continuer à jouer la politique de la chaise vide. La diaspora doit prendre sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que concrètement, vous-même, vous avez été personnellement contacté? Oui, oui, j'ai été contacté, mais moi, je suis en même temps membre de la diaspora, en même temps président du MODEC. Oui. Voilà, donc, oui, j'ai cette double casquette, membre de la diaspora et président du MODEC. Donc, j'ai dit, s'il y a la possibilité de se rendre à New York avec les autres, ben, nous irons, parce que j'ai déjà été à New York au siège des Nations Unies, donc ce n'est pas un problème. Quoi. Alors, dans l'optique, on va en terminer par là, dans l'optique de ces négociations, est-ce que vous pouvez nous faire un petit plan, un petit projet? Que proposez-vous concrètement? Je ne vous demande pas dans les secrets de votre parti, mais quelle est pour vous la feuille de route que vous pourrez éventuellement proposer à ce monsieur Fall des Nations Unies, dans le cadre, bien sûr, de ces négociations? Avez-vous des préalables? Ça va se tenir au Congo? Est-ce que vous avez déjà des préalables? Non, mais comme l'avait dit, nous, on reste constant dans nos propositions, dans nos idées. Nous, on n'a pas de préalable. Le dialogue, c'est un dialogue inter-congolais. Je trouve que non, c'est légitime que tout citoyen congolais qui veut participer au dialogue par rapport à son poids politique a la possibilité de participer au dialogue. Mais nous, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons qu'il faudrait apaiser le pays. Nous ne pouvons pas aller aux élections en 2021 voilà, avec un climat de terreur, un climat de méfiance, et avec ce climat, avec cette crise qui sévit dans notre pays, nous devons nous asseoir pour que toutes ces questions qui concernent notre pays, que nous puissions discuter ensemble. Ah, c'est difficile. C'est bien dommage. C'est bien difficile, Évrard. Nous allons arrêter cette émission bon, qui pratiquement touche à sa fin. Alors, nous allons donc arrêter cette émission, Évrard, en raison même de la qualité de cette connexion. Je vous rappelle que nous étions au Journal de la Communauté. Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal. Je pense vous retrouver le week-end, le samedi, avec un autre invité sur la radio de la Communauté. Et bon week-end à vous. Et donc, bonne semaine, j'allais dire à vous qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui étaient là, Bernard Pongui et les autres. Alors, pour la nuit du pool, Bernard Pongui, vous devez donc nous envoyer un email pour confirmer vos résultats et nous vous enverrons votre ticket qui vous permettra d'aller boire et manger le 25 mai à Nanterre. Je rappelle que, s'agissant de cette nuit du pool, nous allons clôturer ce jeu concours le samedi, voilà, le samedi, ce sera la dernière journée du jeu concours Nuit du pool sur la radio de la Communauté. Encore une fois, merci de nous avoir suivis.